Dans cette nouvelle preview, on parle aujourd'hui du Fever d'Indiana. Elles ont fini en 11e position en 2020, une petite déception, on ne va pas se le cacher, avec un bilan de 6 victoires et 16 défaites. Évidemment, pas de qualification en play-off, mais une nouvelle qui a permis quand même de maintenir tous les fans belges en pamoison devant le Fever. C'est Julie Allemand qui a fait ses débuts dans cette équipe, mais non seulement elle a fait ses débuts, mais elle a aussi été élue dans la All Rookie Team, et c'est finalement peut-être un des rares points positifs de cette saison du Fever. Alors, du coup, qui dit déception dit intersaison où on essaie de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison du Fever, Liv? Alors, il y a eu de très nombreux départs. On a comme l'impression que les joueuses ont un peu eu envie de déserter Indiana. Je peux notamment mentionner le départ de Candice Dupri pour Seattle ou encore Erika Wheeler pour Los Angeles. Donc, deux pièces importantes qui partent, tout comme Nathalie Achanois qui s'en va du côté des Lynx du Minnesota. Ensuite, on ne peut pas dire que les arrivées compensent vraiment tous ces départs parce que ce sont surtout des choix de draft, une jeunesse qui n'est pas forcément encore à la hauteur de ces départs. On va parler notamment de Kirsten Grandezik, le choix numéro 4 de la draft, qui a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, c'était une grosse surprise. Et puis après, dans les joueuses un peu plus expérimentées, il y a Danielle Robinson qui arrive en provenance de Las Vegas, mais on ne sait pas encore quelle alchimie va se créer autour de ces joueuses. Donc une intersaison, peut-être pas... Comme tu le disais, les arrivées ne sont pas à la hauteur des départs. Du coup, un petit point sur l'équipe avec toi, Flo? Et justement, Liv parlait d'alchimie. On se demande comment Marianne Stanley va pouvoir faire un effectif. On se dit que s'ils ont ramené Danielle Robinson, c'est d'office pour la faire jouer, surtout que Julie Allemand risque de ne pas être présente, enfin ne sera pas présente au début de la saison. Tara McCohen devrait garder son poste au niveau du pivot. On se dit qu'en poste 4, ils prolongeront sans doute l'expérience Lauren Cox, on se dit que l'expérience ne peut pas être aussi mauvaise qu'elle l'a été l'année passée. Et c'est vraiment sur les postes 2-3 que se posent les questions, parce que Kelsey Mitchell, d'office, aura une place dans le 5 vu son talent. Mais la draft de Kisre Gondrezic, je vais y arriver, sur le même poste, le 2, pose la question, est-ce qu'elles vont jouer l'une à côté de l'autre, l'une derrière l'autre, mais alors qui joue au poste 3? C'est quand même vraiment compliqué. Je pense que c'est le gros point faible du Fever cette saison, c'est juste le talent dans l'effectif. Il y a eu des grosses joueuses qui sont parties, elles n'ont pas vraiment été remplacées, et donc ça va plafonner. Au niveau, l'effectif est faible, à moins qu'il y ait une grosse surprise auquel on ne s'attend pas. Du coup, comme point fort de l'équipe, on s'est risqué à dire la surprise, dans le sens où, n'arrivant pas à trouver de point fort, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, une étincelle qui viendra d'un endroit où on ne s'y attendra pas. Mais c'est vraiment compliqué. Il faudra qu'une rookie, que Gondrezic, que Lauren Cox vraiment éventuellement explose pour espérer voir quelque chose de positif cette saison, je pense. Et le point faible, tu l'as dit, c'est la faiblesse de l'effectif général. C'est le talent, il manque du niveau, bêtement. Maintenant, on va essayer quand même de se concentrer sur du positif. Est-ce qu'il y a une joueuse à suivre, Shai, pour toi? Oui, j'ai très envie de voir Lauren Cox dans une situation normale, parce que au final, là, c'est vrai qu'on y en a pas mal qui la considèrent déjà comme un flop, mais au final, elle a eu des problèmes de santé en arrivant dans la saison, et elle n'a pas joué énormément de matchs. Et les matchs qu'elle a joués, elle les a joués dans le contexte d'une équipe qui n'était pas en confiance, qui jouait pas très bien au basket, donc c'était vraiment pas l'idéal pour une première saison. De ce qu'on a vu d'elle à Baylor, les qualités qu'on lui connaît, que ce soit la capacité à s'écarter, à shooter, à passer, à prendre des rebonds, elle est très très complète. C'est une intérieure moderne. Et l'année dernière, il me semble qu'on avait beaucoup parlé de la complicité qu'elle pourrait développer avec McCowan. Deux profils très différents, mais qui seraient un peu la raquette de l'avenir. Donc on n'a pas pu voir dans le contexte de l'année dernière, et je pense qu'on pourra peut-être le voir cette année. En tout cas, moi j'ai très très envie de la voir. Elle aura l'occasion. Là en plus, l'équipe est moins attendue. L'année dernière, on les attendait en play-off. En tout cas, nous, dans nos pronostics, on les mettait par là. Là, peut-être qu'avec moins de pression, un temps de jeu et une santé plus normale. Et puis, faut rappeler que c'est une joueuse qui doit déjà composer avec des problèmes de santé. Elle a le diabète, elle a un mental d'acier depuis qu'elle joue au basket.
elle est vraiment très inspirante et je pense que on va vraiment la voir à partir de cette année. Je pense que le contexte est bon. Alors, tu parlais de nos pronostics de l'année passée un peu foireux. Si on reprenait le risque d'en redonner cette saison, Liv, tu vois Indiana où cette saison? Je suis pas très optimiste. Je les mets à la dernière place, à mon avis. La surprise est peu probable, à mon sens. Et toi, Shai? Je les ai mis aussi en dernière position sans voir vraiment, sans les imaginer beaucoup plus haut, ça me paraît compliqué. Après, il y a quand même un endroit où je les vois en première position, c'est qu'elles ont, à mes yeux, le plus beau maillot Rebelle Édition parmi les nouveaux. Celui inspiré de Stranger Things, je le trouve magnifique. Donc, elles n'auront pas tout perdu cette année. Même Donc si voilà. elles finissent dernière, comme beaucoup prédisent. La World Fashion. Voilà. Flo, est-ce que tu les vois autre part qu'à la dernière place? J'ai pas à faire dans l'original, je les ai mis 12e aussi. Ce que je disais tantôt, genre, tes meilleures joueuses sont parties, t'as remplacé personne. Ce que fait le front office, on comprend pas trop. Non, je vois pas d'éclaircie à court terme, à moins de viser les hauts pics de draft dans les drafts à venir qui devraient être très talentueuses. Et je vais compléter le quadruor en disant que moi aussi je les ai mis à la 12e place et que je vois pas non plus une raison de les mettre ailleurs. Maintenant, on va avoir l'occasion de discuter maintenant avec Jefferson du compte francophone du Fever, en voyant si lui est un peu plus optimiste ou s'il a d'autres éclairages à nous donner. On prend rendez-vous tout de suite avec Jefferson. Après cette présentation par l'équipe de Swiss, on s'est dit que la meilleure personne qui pourrait nous parler du Fever, c'est Jefferson. Jefferson tient le compte Twitter Indiana Fever francophone depuis l'année passée. Et donc, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui aime se faire mal, mais c'est aussi quelqu'un qui a du courage et qui suit une équipe avec du potentiel, quelqu'un qui loue, on pourrait le dire, Tamika Catchings. Donc, Jeff, merci beaucoup d'être là avec nous pour discuter du Fever. Petite question d'abord, simplement pour commencer. Comment t'es venue l'idée de faire ce compte Indiana Fever francophone ? Alors, Indiana, pour la petite histoire, hein, j'anime aussi Dallas Wings. Après, je suis un gros fan de Tamika Catchings. Je trouve que c'est la meilleure joueuse qu'on ait eue, en tout cas la plus complète. Et je trouvais dommage qu'Indiana n'ait pas de compte, parce que c'est une très belle équipe. Il y avait un très beau projet. Maintenant, il a pris un peu du plomb dans l'aile. Mais il y avait un très beau projet de reconstruction. C'est un petit marché, donc c'est toujours difficile pour ce type d'équipe-là. Mais c'est une équipe qui vaut le détour. Il y a une vraie histoire derrière. Il y a une vraie communauté qui est très forte. Il y a énormément d'implications sociales derrière le Fever. C'est une équipe qui fait beaucoup de choses. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de suivi de cette équipe-là, qui est quand même une grosse équipe de WNBA qui a vraiment marqué les années 2010 et qui a une vraie histoire et avec notamment une très très grande joueuse. Donc il me semblait important qu'il y ait un petit peu d'informations autour du Fever. Tout à fait, mais tu as très très bien fait. Alors, première question, qu'est-ce que tu peux tirer comme conclusion, comme expérience de l'année 2020 ? Qu'est-ce que ça t'évoque cette année 2020 ? Une réussite ? C'est une énorme déception. Le Fever de 2020, c'est une énorme déception. Pour moi, parmi les 4 équipes qui étaient en reconstruction, le Fever était celle qui était le plus avancée dans sa reconstruction, qui avait fait, à mon sens, les choix les plus intelligents jusque-là, qui avait construit brique par brique quelque chose, qui pouvait s'appuyer sur une base d'anciennes comme Wheeler, comme Dupré, qui avait rajouté de très jeunes joueuses pleines de talent. On avait eu quand même la surprise McCowan, qui finalement s'était venu se greffer à la discussion du rookie de l'année. Avec quand même de sacrées concurrences, parce qu'en face il y a Collier et Ogunbowale qui sont pas les premières venues, et elle avait réussi à se greffer là-dessus. Donc il y avait énormément d'attentes autour du Fever, et l'arrivée aussi d'un nouveau staff.
Il y avait Marianne Stanley qu'on pensait vraiment adapté pour ce type d'équipe avec de jeunes joueuses. Et c'est la cata parce que ça finit avec 27% de win. Et encore, j'ai envie de dire que c'est bien payé. Ça finit à l'avant-dernière place. McCowan, peut-être qu'on en attendait trop, même si elle fait pas une mauvaise saison, finalement, elle avait suscité tellement d'attentes qu'on a été déçus, bien que sa saison sophomore reste correcte. Mais le plus triste sur la saison dernière, c'est le fond de jeu. C'est le fond de jeu, il y a rien. Alors je sais pas si c'est les Mitchell qui sont trop gourmandes ou si c'est Stanley qui arrive pas à poser quelque chose. Mais on a vu une joueuse comme Dupré qui a carrément lâché prise, hein, qui était plus du tout là. D'ailleurs elle est partie et finalement il y a rien qui s'est créé. Même Lauren Cox, on attendait énormément de Lauren Cox. Bon, elle a joué que 14 matchs si je me souviens bien. Ouais. Et mais c'était vraiment en dessous de ce qu'on pensait qu'elle était capable de produire assez rapidement. Enfin, elle était quand même dans le débat avec Satou Sabali pour le pick 2. Et quand on regarde la production des deux joueuses sur leur année rookie, c'est le jour et la nuit. Et enfin oui, voilà, le manque de fond de jeu de l'équipe. On va dire que la petite étincelle et la petite lueur d'espoir qui a vraiment fait plaisir pour le coup et qui a été une bonne surprise, c'est Julie Allemand. Par contre, Julie Allemand, personnellement, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle performe aussi vite. Alors après, on la connaît, on la voit en championnat de France, etc. Mais on se dit, il y a quand même un gap. Et personnellement, dans le marasme qu'a été Indiana, ça a été un petit peu la lumière au bout du tunnel. Alors, à voir après, hein. À voir, mais l'année 2020 était vraiment décevante. On attendait beaucoup plus. Moi, je pensais vraiment que ça allait vraiment lutter pour les playoffs. Je trouvais la construction très intéressante. Et à l'arrivée, on est très loin du compte, quoi. Et du coup, est-ce que maintenant que tu as peut-être vécu cette saison décevante, qu'est-ce que tu attends de la saison 2021 ? Les attentes sont, je suppose, revues à la baisse. Mais du coup, qu'est-ce que tu t'attends à voir cette année ? Oui, c'est forcément revu à la baisse. Surtout que je dois avouer que j'ai pas trop compris l'intersaison du Fever. Bon, la free agency a fait que beaucoup de pièces sont parties. C'est pas un marché qui est attirant, etc. Donc bon, cette partie-là de l'intersaison est pas bonne. Donc, mais on peut s'y attendre. La draft, moi, m'interroge. C'est-à-dire que bon, le pick 4, Gondrezic, très honnêtement, moi je l'attendais pas là, hein. Je l'attendais fin de deuxième tour au mieux, même troisième tour. Et même Indiana trade avec Seattle pour récupérer Wilson, c'est pareil, c'est une joueuse que moi j'attendais en deuxième ou troisième tour, quoi. Donc il y a un trade pour aller en avoir deux picks en premier tour, et au premier tour on pique deux joueuses qui auraient été disponibles en deuxième tour, sans aucun souci. Donc c'est assez surprenant. En plus, finalement, notre meilleure pièce, j'ai envie de dire, ou en tout cas celle qui suscite le plus d'espoir, c'est Julie Allemand. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera dans le roster avec ses impératifs avec l'équipe belge. J'ai quand même bon espoir avec McCowan. Voilà, l'année sophomore a peut-être été un peu décevante, mais ça reste quand même quelque chose de correct. Kelsey Mitchell, c'est une croqueuse, mais elle a quand même de gros pourcentages, que ce soit à 3 points ou à 2 points, et elle score. Donc voilà, peut-être réussir à mieux imposer les systèmes, mais il y a quand même un fond. Mais par contre, ouais, je suis assez inquiet dans la mesure où par exemple, sur l'aile, c'est le néant. À moins qu'on fasse jouer Lauren Cox, c'est 3. C'est absolument le néant. Ça a beaucoup drafté sur les lignes arrière. Je pense pas que c'était vraiment là où il y avait le plus de besoins. Par contre, on a peut-être quand même quelques assurances sur la raquette, quoi. Je pense que McCowan Hattar, donc Hattar qui vient d'arriver, c'est quand même pas mal, qui joue à Sopron. En poste 4, on peut mettre Ashonwa, on peut mettre Cox, on peut mettre Breland. Donc sur la raquette, on a quand même quelques certitudes.
Mais bon, j'attends pas grand-chose de cette saison. J'attends vraiment de voir où ils veulent en venir. Parce que pour l'instant, j'ai pas compris en fait quels étaient les objectifs de Tamika Catchings et de Marianne Stanley. J'ai pas compris l'intersaison, j'ai pas compris la draft. Donc j'attends, je suis curieux de voir en fait comment elles veulent faire jouer cette équipe, quel va être le roster. Parce que là, aujourd'hui, très honnêtement, même s'il y a 5-6 locks, 7 locks sûrs, pour le reste, je suis pas forcément convaincu. Est-ce que Victoria Vivian va rester? Elle a pas fait une saison terrible. Je vois pas où ils veulent en venir. Donc pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative. Et si tu dois nous donner un nom d'une joueuse que tu conseilles de suivre cette saison, tu penses à qui? Là, j'ai deux noms. Moi, je vais beaucoup regarder Gondrezic. Voilà, on vient de claquer un pick 4 de draft, même si c'est pas la meilleure draft du siècle. Pour une fille qui était attendue en fin de deuxième tour, début de troisième tour. Apparemment, Tamika Catchings est sûre de son coup. J'attends vraiment de voir ce qu'ils ont vu et que en tout cas moi j'ai pas vu honnêtement pour le peu que j'ai vu de Gondrezic. Je suis allé regarder 2 matchs de West Virginia. Honnêtement, je suis pas forcément convaincu. Donc je vais suivre ça parce que ça m'intrigue. J'ai envie de voir. Hein. Je croise les doigts pour qu'on ait loupé quelque chose. Et puis aussi dans Lauren Cox, parce que moi j'ai du mal à croire que Lauren Cox est la joueuse qu'on a vue la saison passée. Pour moi, c'est une joueuse qui est bien au-dessus de ça. Donc j'attends de voir le déclic. Et voilà. Donc ça va être Gondrezic en premier et puis quand même Cox parce que c'est une belle joueuse et on peut construire elle si ça pop quoi. Tout à fait. Est-ce que tu te risques à un pronostic pour Indiana? Oh ben là premier pick de draft, hein, ça va être la place 12. Hein. Je vois pas comment ça peut être autrement. Ouais. S'il y a 5 victoires à la fin de la saison, ce sera pas si mal que ça quoi. Mais je pense que au-delà du classement, ce qu'il faudra regarder, c'est comment ça joue. Est-ce qu'il y a une âme qui apparaît dans cette équipe-là? Est-ce qu'on a des joueuses qui vont émerger et est-ce qu'on va avoir un noyau qui va se construire pour reprendre la construction autour de ça? Donc il y a Julie Allemand, mais c'est pas suffisant. Donc un peu l'espoir, Julie Allemand, McCowan, Cox, qui forment quelque chose. Et puis voir si ça match et si on peut faire quelque chose autour de ça quoi. Sinon ça va être compliqué pour les années à venir. Alors avant de te libérer, est-ce que l'équipe, vous avez une question pour Jefferson? Il est là, il est à notre disposition. Il est sans doute celui qui connaît le mieux le Fever. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Moi j'en avais une sur... Il y a une recrue qui m'a un peu... Parce que bon, on a beaucoup parlé du fait que les choix de Tamika Catchings étaient intrigants et le fait par exemple de donner un contrat de 3 ans à Danielle Robinson avec un montant assez élevé et de l'installer titulaire, je comprends pas bien les signaux en fait. Je sais que tu adores Tamika Catchings et je sais que tu es aussi sceptique. Est-ce que tu crois vraiment que cette première année c'était juste un accident ou est-ce que malheureusement on a vu des signes vraiment inquiétants de sa compétence en la matière quoi? Moi, je suis assez inquiet pour être honnête avec toi. J'adore Tamika Catchings. Je pense que de toute façon, je pense que le contrat de Danielle Robinson, on l'a mis parce qu'on n'avait rien d'autre. Il n'y a pas de choix, oui. Simplement, c'est un manque de choix. Donc, je pense que voilà, on la lock pendant 3 ans. Je pense que l'idée, ça va être de draft sur les 3-4 prochaines années, notamment de viser les drafts 2023-2024 pour aller chercher vraiment de gros potentiels. Je pense que même si elle avouera pas, je pense que Tamika elle a mis le drapeau en berne pour les 2-3 prochaines années quoi. Elle est partie sur l'idée on va prendre des raclées pendant 2-3 ans et on va essayer de choper les superbes joueuses qui arrivent en 2023-2024. Parce que ce qui est fou, tout à l'heure tu parlais du fait que ça manquait d'Elière. Et je le dis à chaque podcast, je reviens toujours sur le coup du jour où elle a coupé Benadja Laini contre rien. C'est ma marotte, mais tu te réveilles la nuit en sueur parfois. Ouais, mais parce qu'en fait justement l'année dernière, on a quand même souvent regardé Indiana parce que Julie jouait et qu'on voulait la voir et il manquait pas tant de choses que ça en fait. Défensivement, c'était la cata, ça c'était sûr. On l'a toujours noté à chaque fois que c'était. Mais il y a plein de matchs où tu te dis qu'avec une ailière capable de jouer des deux côtés, comme Laini l'a montré après,
t'as peut-être un tout petit peu plus de victoires et la saison, elle change un peu de visage, je pense. Je sais pas parce que en fait moi, enfin c'est peut-être hyper pessimiste. J'ai tiré à boulet rouge sur l'ambulance, mais je pense que si Laney elle était restée à Indiana, elle fait pas la saison qu'elle fait à New York. Je pense qu'en fait Laney on n'a jamais su l'exploiter, on n'a jamais su voir le potentiel qu'il y avait en elle, et elle aurait ciré le banc et en fait cette joueuse était gâchée et finalement d'une certaine façon j'ai presque envie de dire que je suis content de ce cut là. Parce qu'au moins ça a permis à Laney de faire quelque chose. Parce qu'elle était sous-utilisée à Indiana. Enfin, je veux dire, moi je pense, même de toute façon le fait qu'il ait cut, c'est qu'il comptait pas sur elle, donc c'est qu'ils n'avaient pas vu le potentiel, et donc du coup, ça aurait été gâché cette joueuse là finalement si elle était restée. Mais ouais, moi le signe le plus alarmant, c'est de laisser passer Davis en 4. C'est une joueuse de Tennessee. On peut pas dire que Tamika connaît pas la maison. Il y a des assurances et c'est une fille qui peut jouer 3. Donc, moi, je comprends pas quand tu as ce que tu as en garde, c'est quand même pas mauvais. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les gardes d'Indiana sont meilleurs que Gondrezic, de ce que j'en ai vu. Par contre, tu n'as rien sur l'aile. Tu laisses passer une fille comme Renaya Davis. Là, je t'avoue, je comprends pas. C'est plus ce genre de choix-là qui m'inquiète. Laney, c'est une erreur, certes, mais dans le contexte, de la façon dont elle a été utilisée, etc., ça peut s'expliquer. Moi, Davis qui passe, ou même Onyenwere, finalement, j'arrive pas à me l'expliquer. Je trouve un peu particulier qu'une franchise qui soit dirigée par Tamika Catchings, qui est une des meilleures en défense de l'histoire, se retrouve à avoir le pire rating de l'histoire de la Ligue défensivement l'année passée. Enfin, je veux dire, défensivement, leur saison est historique l'année passée, dans le mauvais sens du terme, mais et ça c'est un peu triste. Après, ouais, on a parlé de Lauren Cox. C'est vrai que sa préparation, ce qu'on va quand même laisser aussi à l'équipe, c'est que ils sont arrivés avec des cas de Covid, elles n'ont pas eu de training camp et tout ça, et donc pour mettre une nouvelle équipe, c'est pas évident. Et on espère que cette année-ci, avec un vrai camp, Lauren Cox, elle va peut-être enfin mettre ses soucis derrière elle, commencer une vraie saison, parce que comme toi, je pense pas que c'est la joueuse qu'on a vue l'année passée. En tout cas, c'est pas ce qu'elle nous a montré en universitaire. Et on espère que les cousines Mitchell s'achètent aussi un petit cerveau quand elles sont sur le terrain, parce que offensivement, Kelsey Mitchell, c'est une arme offensive géniale, mais je crois qu'il y a besoin comme tu dis, de mettre un fond de jeu. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de Kelsey Mitchell, et dans une moindre mesure Tiffany Mitchell, mais dans l'harmonie de l'équipe. Enfin, je trouvais, moi, l'année passée, que parfois, tu avais presque d'un côté Julie Allemand, Candice Dupri, qui jouait un jeu presque, je vais pas dire européen, mais un jeu plus collectif avec des systèmes et qui essayait de mettre en place, et qu'à côté de ça, tu avais Kelsey Mitchell, Tiffany Mitchell aussi, qui essayait directement de taper l'ISO, alors quand tu fais ça, un système puis l'autre, ça va, quand tu fais ça sur le même système, ça foire un petit peu. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ces joueuses-là l'année passée. Alors, pour moi, Tiffany Mitchell, si ça tenait qu'à moi, ça sert le banc, littéralement. Enfin, je veux dire, bouffer autant de ballons avec des pourcentages comme ça, c'est juste pas possible. Foutre en l'air les plans de jeu comme ça, c'est pas possible. Kelsey Mitchell, je vais être plus conciliant dans la mesure où ça shoot quasiment à 40% à 3 points, ça shoot quasiment à 50% en field goal. Donc ça reste correct, c'est une scoreuse quoi, elle est là pour scorer. Mais bon, tu sais que c'est un trou noir, c'est-à-dire tu lui files le ballon, tu le revois pas quoi. Ça c'est clair et net. Donc en poste 2 pour get bucket. Mais pour revenir à ce que tu disais, aussi le truc qui est assez incroyable, c'est le manque de volonté, le manque de combativité. Quand on voit Tamika Catchings, déjà la joueuse, mais je dirais même la personne, c'est quelqu'un qui est pas du genre à se laisser faire, c'est quelqu'un qui est combatif, dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui rentre dans le lard, etc. Et de voir l'équipe qu'elle a montée, mais faire aucun effort, moi c'est ça qui m'a tué. Je me dis mais soit elle n'arrive pas à transmettre, soit elle n'arrive pas à transmettre ce qu'elle a, soit il y a un souci.
parce que, enfin, je veux dire, en plus, elle est allée à bonne école, Catchings, quoi. Enfin, elle a été sous les ordres de Pat Summitt. Sous Pat Summitt, Tennessee aurait rendu des copies comme ça, notamment en défense. Mais les filles, Elle rentre à pied. massacrées, quoi. Moi, c'est ça qui m'interroge, pour revenir un peu aussi sur ce que disait Shai, et qui m'inquiète, c'est que je retrouve pas Tamika Catchings dans la gestion de l'effectif. C'est le syndrome Jordan, Jordan à Washington à l'époque, peut-être. Les qualités de Tamika Catchings, on les retrouve pas. C'est-à-dire les capacités défensives, mais au-delà de ça, la combativité, quoi. La capacité de mettre des joueuses, quel que soit leur niveau, sur ton dos et de tracter tout ça. C'était ça la force de Tamika Catchings. Tu pouvais lui mettre n'importe qui à côté d'elle, elle en tirait 120 ou 130%. Les filles se mettaient à plat. Ça a été le Fever qui gagne le titre. Elles sont pas une équipe absolument exceptionnelle sur le papier, mais par contre les filles se battaient sur chaque ballon. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est qu'elle n'arrive pas à transposer au moins ça. Au-delà des bons choix tactiques, etc. C'est-à-dire de ne pas réussir à transposer cet état d'esprit en tant que GM. Et c'est un peu le truc qui m'inquiète, dans le fond. On va quand même essayer de terminer sur une note positive, Jefferson, en te souhaitant déjà une bonne saison avec le Fever. Merci beaucoup. Draft l'année prochaine. Voilà, une bonne draft. Merci d'avoir participé à ce podcast. On peut donc te retrouver sur Indiana Fever francophone sur Twitter. Ne perds pas espoir, parce que le Trust the Process, déjà, ça fonctionne, et c'est clairement là-dedans qu'elles sont lancées, donc pourquoi pas, il faut juste un peu de patience. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très, très chouette que tu aies lancé ce compte, parce que même si on aime bien vanner, dans le fond, je pense que j'ai aussi regardé énormément, enfin, je pense que Indiana, c'est un des équipes que j'ai le plus regardé l'année passée, grâce ou à cause de Julie Allemand, et donc de toute façon, on sera encore au rendez-vous cette saison pour les suivre. Merci beaucoup, Jefferson, merci à vous tous, salut, salut!